What's up tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum, qui est une compagnie québécoise qui offre des services de formation aux entraîneurs ou aux kinésiologues du Québec. Donc, si vous voulez en apprendre plus au niveau biomécanique, prescription d'exercice, l'évaluation de votre client, ils sont là pour vous. Et on a réussi à vous avoir un pourcentage de rabais que Phil va vous expliquer. Exactement. Donc, c'est super simple. Ça se fait en 3 étapes faciles. Étape numéro 1, tu t'en vas sur le site web de quantumtraining.ca. Étape numéro 2, tu sélectionnes la formation que tu veux, donc que ce soit en personne ou en ligne, donc à distance. Et tu mets ça dans ton beau petit panier. Et rendu au moment de payer, donc étape numéro 3, tu rentres le code promo Enclave10 dans la petite section, le petit boîte code promo. Et tu appliques, et puis là, tu vas bénéficier d'un petit 10% de rabais. C'est pas beau, ça? C'est magnifique, magnifique. Cette semaine, comme invité, on a reçu Mathieu Curado, qui est un ancien joueur professionnel. Il a fait des camps professionnels au niveau des Bruins de Boston, des Rangers de New York. Il est maintenant agent de joueur, il a sa propre agence. L'ancien agent de Phil, je pense qu'il faut le mentionner, ça quand même. On a parlé de quoi avec lui aujourd'hui? On a parlé, on a fait le tour de sa carrière, on a parlé de son passage junior, de son passage en Europe, de ses années pro. Puis aussi, on a beaucoup parlé du repêchage, comment est-ce que les joueurs se préparent avec les circonstances qu'on vit actuellement. On a parlé du joueur de son agence, on a parlé de son agence, comment est-ce qu'un agence, en fait, c'est quoi son travail, c'est quoi son rôle, comment est-ce qu'il est payé aussi, parce que souvent, le monde, ils savent pas trop comment est-ce qu'ils sont payés ou ils pensent qu'il y a des frais associés à ça. Puis, c'est ça. Donc, j'arrête d'en parler parce que sinon, on va tout expliquer le podcast ici. Donc, je vous laisse en découvrir sur le métier d'agent. Donc, sur ça, je vous souhaite un très bon podcast. Bon podcast, tout le monde. Puis, pas trop dur, le confinement? Ouais, c'est sûr que moi, j'ai 2 enfants, là, fait que j'en ai un de 4 ans, puis j'ai un petit bébé de 6 mois, fait que là, la petite sœur adore, fait que là, faut dire au plus vieux faut pas qu'il fasse de bruit, puis moi, je travaille quand même un peu, fait que ça c'est quand même assez rock'n'roll, là. Je suis habitué d'être parti souvent, d'aller voir les games, d'en faire de même, fait que j'aime bien mon bureau, là, dans le sol, mais comment être tanné, là. Ben surtout quand tu es habitué, mettons, d'avoir un lifestyle que tu vas voir des games de hockey à gauche, à droite tout le temps, puis là, il n'y a plus rien. Même pas à télé, il n'y a plus... Ouais, c'est ça. C'est le fun au début, c'est comme des mini-vacances, mais là, c'est ça, c'est pas mal. Ça commence à être long. Tes gars, eux autres, ils prennent ça comment, mettons, les joueurs que tu as en dessous de toi? Ça dépend de l'âge. Les plus jeunes trouvent ça bien dur parce que je pense qu'ils savent juste pas quoi faire de leur temps, là. Fait qu'on essaie justement de leur trouver des affaires à faire côté hockey. Puis, les plus vieux, eux autres, ça a été un peu le même feeling que nous. Là, cool, on tombe un peu en vacances, c'est le fun, on se repose. Mais là, OK, je pense qu'il y a tellement d'incertitudes. C'est plus ça en ce moment. Là. C'est que personne ne sait vraiment ce qui va se passer, quand ça va recommencer. Les gars, mettons que c'est leur draft junior cette année, là, il n'y a pas de draft en personne. C'est vraiment différent. Là. Faut que tout le monde s'adapte. Puis honnêtement, je me mets à leur place. Les années dans le hockey, c'est tellement... chaque année est importante à partir de 15 ans. Là, fait que là, tu tombes que tu n'as aucun contrôle. Tu sais pas ce qui va se passer, quand ça va recommencer. Honnêtement, c'est tough. Là. Je pense que là, ils ont la GMQ ont décidé de le faire par vidéo, hein, je pense que c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, la première ronde va être sur YouTube. Puis le reste, ça va être c'est un lien vidéo qu'il va y avoir sur le site web. Même pour nous autres, on n'a pas. C'est pas la même chose d'être sur place, pouvoir parler aux équipes, pouvoir, fait que là, oui, on fait des téléphones, on fait ce qu'on a à faire, mais c'est loin d'être pareil. Là, le face-à-face, c'est toujours mieux qu'un coup de téléphone. Là. Ah, c'est ça, je voulais savoir justement comment c'était la différence entre, disons, un draft en personne et un draft comme présentement. Là, nous autres,
une des bonnes affaires là-dedans, c'est que je pense que c'est un de nos plus petits drafts depuis qu'on fait ça. Là. On a juste 4 joueurs dans le draft. Fait que, tu sais, puis on n'a pas tant de gars impliqués dans des transactions, des choses comme ça, là, qu'il faut essayer de bouger. Fait que c'est un draft tranquille pour nous autres cette année. Puis on a quand même des joueurs qui devraient sortir assez facilement. Fait que c'était pas. On n'avait pas des cas qu'il fallait pousser ou des choses de dernière minute. Fait que c'est déjà un draft facile pour nous. Mais là, comme je dis, c'est juste des appels, c'est juste pas la même relation. Là, tu sais, quand tu as une conversation face à face, puis que tu peux pousser ton joueur, en discuter un peu plus longtemps, versus là, que c'est des genres de petits appels là, ici à gauche puis à droite. Au draft, tu rencontres un GM, tu le vois, je peux te parler 2 minutes, tout ça, puis là, des fois, tu essaies d'appeler, de lui, il est occupé d'autres choses, finalement, là, lui, il te rappelle, là, tout est occupé, fait qu'on réussit pas à se rejoindre comme prévu, mais on fait, comme je dis, on est chanceux parce que c'est pas notre plus gros draft non plus. Là, fait que c'est un peu plus facile. Là. Fait que tu te vois moins de games, mais t'es pas moins occupé, mettons, présentement. C'est comme si j'étais tombé en mode draft plus tôt. J'ai pas eu de playoffs. Dans le fond, il n'y a pas eu de série tout ça, mais fait que je suis comme juste dans le processus plus de bonheur. Honnêtement, je pense que je vais sûrement commencer à trouver ça beaucoup plus tough au mois d'août si les camps recommencent pas. Là, de dire, OK, là, normalement, ça repart. Qu'est-ce qu'on fait? Aussi, l'été, on essaie de faire des camps de développement pour nos joueurs. Là, cette année, c'est sûr, c'est cancellé. Fait que là, il n'y aura pas le camp de développement. Il y a pas. Je peux pas voir les joueurs aussi face à face. Eux autres aussi, c'est des téléphones. Les relations sont pas pareilles. Là. Fait que ça aussi, c'est un peu spécial. Là. Tu penses que ça peut, comme, mettons, influencer la position d'un gars drafté ou ils vont quand même se fier, mettons, à la dernière liste de sorties et à ce qu'ils ont vu? Je pense qu'ils vont se fier à ce qu'ils ont vu dans la saison. C'est sûr qu'il y a de l'habitude, il y a des gars qui performent tellement bien en playoff qui réussissent à monter ou à descendre ceux qui performent moins bien. Fait que, je pense que ça peut venir influencer pour certains joueurs qui ont des saisons ordinaires qui auraient pu se reprendre dans les séries. Mais à part de ça, ils ont quand même vu les gars toute la saison. Il y avait une ronde de playoff de fait aussi dans le midget. Fait que, ils ont quand même vu. Junior, c'est pas super. Draft de la Ligue nationale, par exemple, j'aimerais pas ça être dans leurs souliers là, parce que il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses à voir. Puis, dans la Ligue nationale, là, dans le fond, tu as un recruteur régional qui pousse les joueurs à son head scout. Le head scout pousse les joueurs à son GM. Puis, ces gars-là, des fois, ils viennent voir jouer des joueurs 1 ou 2 fois. Là, des fois, ils n'ont même pas eu le temps de les voir jouer, ces joueurs-là. Fait que, qui va prendre la décision finale pour savoir, OK, go, on y va, on le prend. On s'entend, il y a 217 joueurs qui sont pêchés dans une année là, dans le monde. Fait que c'est pas beaucoup. Puis, qu'est-ce qui va faire la différence entre le Suédois et le Québécois? Des fois, c'est que le GM va savoir déplacer pour voir, puis ce gars-là, il a joué une bonne game ce soir-là. Mais là, ils n'ont pas cette opportunité-là. Fait que, puis l'inverse, c'est aussi vrai. Le GM, peut-être qu'il avait été une fois. Le joueur il a mal performé. Le GM aurait peut-être pu revenir une autre fois, puis ça aurait été vraiment là que ça aurait cliqué, mais là, il n'y aura pas cette opportunité-là non plus. Fait que c'est sûr que la vitrine de visibilité est réduite. Puis là, ça peut venir influencer là-dessus, mais je pense que les gars qui avaient à sortir devraient sortir. Là, c'est sûr, les fins de ronde, ça va plus être peut-être des choix sûrs sur papier versus dans le passé, les équipes avaient des choix précis, mais encore là, la saison était presque finie aussi. Là, fait que parce que il devait avoir un bon bout de fête. Là. Je pense que vous autres, vous avez un goaler qui est éligible au draft. Ouais, on a un goaler, Rémi Poirier, qui devrait être repêché. Là. Les goalers, c'était plus touché un peu, mais honnêtement, je pense que lui, son plus gros problème cette année, c'est qu'il jouait dans une équipe vraiment de bas de classement. Là, en début de saison, quand on allait voir ses matchs, là, mettons, sur 40 shots, en soit 25 de grade A, c'est pas la même chose que le goaler quand soit 40, puis il y en a 10 de grade A. Là, fait que ses stats ne reflètent pas la qualité du gardien. Là. Ça, il y a beaucoup d'intérêt. Là, ça, les recruteurs, est-ce qu'ils prennent j'imagine qu'ils prennent en considération, on veut pas que c'est un goaler, mettons, qui goalait pour une équipe bas de classement, fait qu'il y avait plus de shots ou, mettons, même s'il y avait le même nombre de shots, des shots plus dangereuses. Oui, c'est ça, mais il en tienne compte, mais encore là, avec les gardiens, ce qui est tough, c'est que, mettons, tu as le scout régional, puis il faut qu'il pousse au scout des gardiens, puis que le scout des gardiens vient de l'avoir. Fait s'il n'a pas eu le temps de venir le voir aussi, puis
c'est niaiseux, mais les stats parlent quand même. T'sais, on dit tout le temps que les stats, c'est pas juste ça, c'est pas si important, mais c'est quand même ça, ta première fiche de vente. Fait que quand le scout, il pousse, puis il dit, ah, faut que tu viennes l'avoir, puis le goaler, il a une moyenne de 8,90. Fait là, OK, ben beau, son équipe est pas bonne, mais pourquoi il y a une moyenne de 8,90, tu sais? Fait que, c'est là que le travail du scout de vendre le joueur aussi. Puis, c'est là-dessus que c'est un peu plus difficile. Oui, ils le voient, ceux qui sont là à toutes les, pas toutes les games, mais qui l'ont vu jouer 5, 6, 7, 8 fois, on regarde de dire, ouais, mais attends une minute, là, lui, mettons, sur sa moyenne, il a 10 buts, c'est backdoor, one-timer, puis il n'a aucune chance de l'arrêter. Puis, malgré ça, il en a arrêté 3-4 dans le game, pareil, qu'il n'aurait pas dû, tu sais. Mais là, c'est une question de vente à l'interne, là. C'est vrai que c'est plus touché un peu les goalers. Ah, c'est touché. Puis, il faut qu'il y ait le net aussi. Là. Des fois, c'est pas tous les goalers à 17 ans qui sont, ils ont le net assez souvent, que les recruteurs peuvent les voir assez souvent aussi. Là. Nous autres, Rémi, il splitait le net jusqu'à Noël. Puis à Noël, ils ont décidé d'échanger. L'autre gardien, il était plus vieux. Puis là, il y a eu le net à lui. Puis là, les Olympiques ont fait une poussée aussi pour remonter dans les séries parce qu'il était très loin d'être dans les séries. Fait que ça l'a aidé. Là, il s'est bien vendu en deuxième moitié de saison. Puis nous autres, quand l'année commence, c'est un gardien que c'est un no-brainer, il va se faire drafter. Là. Il a la shape, il a la technique, il a le mental, il a tout pour pouvoir réussir. Mais quand tu n'as pas l'opportunité de pouvoir te faire valoir, ben là, ça, c'est une autre histoire. Là. Les entrevues avec les équipes, ça fonctionne-tu de la même façon? Ou je pense d'habitude, il y a comme une espèce de date où que là, à partir de là, ils peuvent comme parler, il y a comme des entrevues qui peuvent se faire. Est-ce que c'est comme devancé ou? Ben, la Ligue nationale, c'est différent parce que pendant toute l'année, après les matchs, un recruteur peut t'attendre pour te poser des questions après un match, tout ça. Après ça, des équipes qui peuvent te parler ou te rencontrer 3 à 4 fois à peu près. Là. Fait que ça dépend. Là, encore là, il y a le scout régional, ben aussi pour le scout en chef, aussi pour avoir des meetings. Là. Fait que là, en ce moment, il y a beaucoup de Zoom. Il y a beaucoup de FaceTime, des choses comme ça pour les entrevues. Dans le junior aussi, c'est la même affaire, c'est tout par téléphone. Il y en a que c'est strictement téléphone, il y en a que c'est encore là, c'est FaceTime, Zoom. Ils ont plusieurs façons de le faire, mais ça, je pense, ça va peut-être ouvrir les yeux à certains recruteurs, pour ça de te déplacer pour aller rencontrer tout le monde, que par FaceTime à Star, que la technologie, c'est facile, puis tu sais, t'as quand même un lien, tu vois quand même la personne, là. Peut-être ça va aider à couper des coûts un peu, mais pour la Ligue nationale, c'est des investissements. C'est complètement différent. Là. Eux autres, ils repêchent des joueurs. C'est des joueurs qui vont donner des millions de dollars. Fait que là, ils veulent être sûrs de leur coût. Puis souvent, c'est le côté psychologique, des choses comme ça. Mais pour l'instant, il y a quand même certaines entrevues là, qui sont faites. Ça doit être un peu moins stressant, j'imagine, pour les gars. En tout cas, moi, si je me mets dans leurs souliers, j'aimerais 10 fois plus faire une entrevue avec 16 personnes en Zoom comme ça. Dans le confort chez vous. Que me mettre en plein milieu d'un ovale puis de me faire regarder par cette paire de Zoom. Ouais, dans mes années à moi, puis souvent, tu fais recevoir un coup de téléphone, puis c'était imprévu. Il t'appelait, puis tu commençais à te poser des questions, puis toi, tu étais peut-être en train de. Tu jouais au hockey dehors, tu faisais n'importe quoi, puis tu prenais l'appel, il y avait du vent, tu essayais le moindrement de répondre. Là, à cette heure, c'est tout planifié aussi. Là, c'est comme là, j'ai un joueur qui a une entrevue avec une équipe de la Ligue nationale, c'est le 15 mai. Là. On n'est même pas, on va être 1er mai vendredi. On est 3 semaines à l'avance, que c'est programmé, c'est décidé. Fait que tu as le temps de te préparer, tu as le temps de bien t'installer. Fait que ça aussi, c'est bien moins stressant. Des fois, tu viens de finir une game, tu as des émotions pour ta game, puis tu as quelqu'un qui t'attend, qui te pose des questions. C'est là que tu peux tomber à dire, mais tu sais, le hockey est tellement rendu professionnel à un jeune âge, à cette heure, que les gars, c'est quasiment des robots. Ils savent quoi répondre, ils savent quoi dire, puis ça fait partie un peu de notre job aussi d'être préparé à ça. Là. Ben, surtout si tu sais 3 semaines d'avance, j'imagine que. En tout cas, si t'arrives pas préparé, là, puis tu fais une mauvaise entrevue, parce que là, tu viens de te tirer dans le pied. Là. Ouais, puis tu sais, moi, je dis souvent à mes joueurs, essayez pas de montrer non plus quelqu'un que vous n'êtes pas, là. Tu sais, à un moment donné, là, l'équipe, ils vont repêcher, mettons, tel type de joueur, puis tu sais, oui, la personnalité, tout ça, si tu fais croire que tu es une autre personne totalement, puis là, finalement, la journée que tu rentres avec eux autres, pour jouer avec eux autres, tu es une autre personne, ben, tu sais, pour eux autres, c'est pas ça qu'ils ont pêché, parce que c'est pas ça qu'ils ont vu. Fait que, en bout de ligne, qu'ils restent eux autres mêmes aussi, puis ça peut
ça va parler, tu sais, c'est le joueur qui achète, là, c'est sa personnalité, c'est ça. Essaye pas de te faire croire que t'es quelqu'un d'autre non plus, là. Comment tu prépares tes joueurs, mettons, aux entrevues? As-tu des tricks un peu, des trucs? Ouais, mais nous autres, on a un template, dans le fond. Tu sais, avec le temps, on sait les questions aussi qui sont posées. Tu sais, moi, j'en ai vécu dans le temps. Mon partenaire en a vécu aussi certaines entrevues. Fait que, tu sais, on sait un peu c'est quoi. Fait qu'on les met en mise en situation. On essaie nous autres même de leur poser des questions pour essayer c'est un peu les questions pas les plus chiennes, mais sûr que la question qui revient le plus souvent que les joueurs ne savent pas quoi répondre, c'est à quel joueur dans la Ligue nationale tu te compares. Tu sais, quand tu te demandais ça sur le vif de même, des fois, je sais pas, c'est dur de trouver un joueur. Fait que c'est un peu de les faire réfléchir à ces questions-là d'avance pour que la journée qu'ils se font poser la question, mais ça soit un automatisme, qu'ils soient capables de dire bon ben moi je ressemble à tel joueur, puis pourquoi je ressemble à tel joueur. Fait que c'est sûr, nous autres, on a fait des laisser répondre. Puis là, quand ça vient pas tout ça, mais là, on leur propose des choix, on leur explique pourquoi on pense que ça, c'est des bons choix. Puis là, tu sais, on brainstorm un peu pour savoir, eux, ils ont-ils d'autres joueurs en tête, ils ont-ils d'autres choses, tu sais. Des fois, tu as un défenseur défensif qui te nomme Carlson. Ça, OK, attends une minute, là, ça marche pas. Là. Fait que c'est d'être sûr qu'ils savent bien évaluer leur game puis dire des bonnes personnes aussi. Moi, je pense qu'on va revenir un peu dans le passé, mettons, savoir un peu t'es qui, c'est qui Mathieu Curado, puis nous parler un peu de ton parcours de hockey en tant que joueur avant de devenir agent. Ouais, ben dans le fond, moi j'ai joué tout mon hockey mineur, ça arrive nord de Montréal, avec les Conquérants. Fait que j'ai joué depuis Pee-Wee Bantam. Après ça, mon budget de 3, mais dans ce temps-là, Mascouche appartenait à Trois-Rivières. Fait que j'étais joué au Cap de la Madeleine dans le budget de 3 pendant 2 ans. C'était ma première expérience de partir de la maison. Puis la structure là-bas, les estacades, c'était incroyable dans le temps. Là, c'est une école sportive. C'était la première fois que nous arrivés à quelque part, le monde savait t'étais qui. C'était le fun. C'est une belle expérience, honnêtement. J'ai vraiment aimé mes 2 années là-bas. Là. Ça a vraiment été le fun. J'ai été repêché par les Foreurs de Val-d'Or. J'ai joué à Val-d'Or pendant 3 ans. Après ça, j'ai été échangé. J'étais joué à Gatineau. J'ai passé par la France avant de me ramasser à Gatineau. Puis j'étais joué un peu en France. Pendant que j'étais en France, je me suis fait échanger à Gatineau. Puis pendant mes années juniors, j'ai un camp avec les Rangers de New York puis les Blues de Boston. Après ça, j'étais allé universitaire pendant une session en venant de mon camp des Bruins. Puis finalement, j'avais des offres professionnelles tout ça, puis je voulais vraiment le vivre. Après 1 an d'université, je me suis dit non, je veux vraiment essayer d'aller le vivre. Fait que là, j'étais allé jouer dans la Ligue internationale à Fort Wayne. J'ai joué là 2 ans. Puis j'avais eu des up and down là, dans la Ligue américaine avec Norfolk, avec Rooster. Hamilton, j'ai joué après ça dans l'East Coast à Kalamazoo. Je suis revenu à Fort Wayne l'année d'après. Puis après ça, j'ai décidé d'arrêter de jouer. Je suis revenu au Québec, puis pour les 2 premières années, je suis revenu au Québec, j'avais joué semi-pro. J'appelle ça ma semi-retraite, justement, là, juste pour dire que j'étais tanné comme du monde de jouer au hockey, puis que j'étais prêt à faire d'autres choses. Puis en même temps, j'avais quand même un beau CV, j'avais gagné des championnats professionnels, tout ça. Fait que j'avais quand même un bon revenu à jouer dans le semi-pro. Fait que je dis tout le temps à Joe que je faisais plus d'argent mes 2 games la fin de semaine que toute ma semaine de travail dans ce temps-là. La place, c'est que je travaillais. Fait que j'ai été un peu niaiseux de cracher là-dessus aussi. Là. Fait que c'est pas mal ça, mon parcours de hockey. Là. Qu'est-ce que, mettons, quand tu t'es fait repêcher par les Foreurs, tu te dis, bon, tu as déjà eu une première expérience de quitter la maison pour aller à Trois-Rivières. C'était comment de passer, mettons, de Trois-Rivières au fin fond de la 117, dans le fond du bois? Ben, Bantam 2A, nous autres, les provinciaux avaient été à Val-d'Or. Fait que j'avais déjà été. Puis moi, dans l'été, là, dans ce temps-là, il y avait les 3A d'été là, qui étaient comme des équipes Québec un peu. Puis je jouais avec Dominique Lachaine aussi qui venait de Val-d'Or. Fait que tu sais, j'avais déjà été à Val-d'Or. Je connaissais Dominique qui était là-bas. Puis Dominique qui s'était fait repêcher par les Foreurs aussi. Fait que tu sais, j'avais un peu un lien. Puis moi, ça n'a jamais été un problème pour moi de déménager ou m'en aller loin de la maison. Tout ça, au contraire. J'aimais ça. Je trouvais que c'était des belles aventures. Fait que quand je suis arrivé à Val-d'Or, un peu comme à Trois-Rivières, d'un, j'ai une famille de pension extraordinaire. Là. J'ai été vraiment bien traité là-bas.
sûrement la place que j'ai le mieux mangé dans ma vie aussi. Là, Lynn, elle me faisait des bons repas. C'était le fun d'habiter là. Mais tu sais, ces 3 années à Val-d'Or étaient incroyables. Tu sais, encore là, tu arrives d'une ville plus petite. L'attention est beaucoup sur les foreurs. Tu te fais reconnaître partout où tu vas. Tu sais, j'allais déjeuner à quelque part. Des fois, mais tu sais, c'est correct, paye pas ton déjeuner. Tu sais, c'était bizarre de vivre ça dans le junior puis d'avoir cette reconnaissance-là, mais c'était vraiment le fun. Là. Ces 3 années, moi, j'ai adoré la ville de Val-d'Or. Puis, on entend souvent des joueurs qui ont une réticence de s'en aller dans des marchés plus petits puis dans des marchés plus loin. Puis moi, je suis le premier défendeur de ça en disant que c'est correct, admettons, jouer pour l'Armada, tu restes pas loin. Moi, dans mon cas, ce serait l'équipe la plus proche. C'est le fun, je reste dans mon coin, mais d'aller vivre d'autres choses, l'expérience que ça apporte, puis comme je dis, l'attention que tu as là-bas, c'était vraiment le fun. Puis ma première année, on a fini premier au classement. Fait que le building était plein, c'était vraiment le fun, honnêtement. Là. J'ai adoré mes 3 années à Val-d'Or, vraiment. Là. Est-ce que tu penses que ça a changé depuis, mettons, entre aujourd'hui puis quand tu jouais dans le temps, mettons, l'attention dans ces petits marchés-là? Parce que dans ton agence, tu as un joueur qui a joué avec les Foreurs. Ouais. Puis... Ben écoute, je pense que depuis qu'on a commencé, j'ai toujours eu des joueurs qui jouent avec les Foreurs par pur hasard, parce que il n'y a personne qui reste de l'organisation dans le temps que moi j'étais là. Fait que c'est pas une question que moi j'ai joué là, c'est par pur hasard, mais je pense que les gars voient encore là, ils sont plus proches des partisans, les partisans leur parlent, ils adorent aussi, ça reste des plus petits marchés, ça reste qui ont des moyens financiers plus petits, mais c'est exceptionnel qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis, je pense que Val-d'Or a été très gâté très tôt d'avoir des équipes gagnantes. Fait que c'est sûr que c'est un marché difficile, par exemple. Quand tu gagnes pas, c'est top de jouer là. Je t'en dis que c'est un peu un mini Montréal, dans le sens que quand t'es bon, c'est la meilleure place. Quand t'es moins bon, ça devient un peu plus difficile parce que l'aréna se vide rapidement. Il y a moins de monde. L'intérêt disparaît. Mais dès que tu as une équipe moindrement bonne, c'est vraiment une belle place. Là. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage à Val-d'Or? Qu'est-ce que tu as le plus aimé, ton meilleur souvenir? Ben, tu sais, comme je dis, ma première année, mon année recrue, qu'on a fini premier, tu sais, je jouais pas beaucoup, là. Je raconte souvent cette histoire-là. Tu sais, je pense que je jouais un chiffre par période pendant 60 games. Tu sais, fait que c'est une année super difficile pour moi, qui était habitué de jouer beaucoup. Mais tu sais, on avait une équipe vraiment bonne, vraiment forte. Tu sais, moi, j'avais quand même un gros caractère, fait que c'était dur pour moi de rester assis puis pas pouvoir contribuer. Mais tu sais, cette année-là, je pense juste la chimie de l'équipe, le fait de gagner tout le temps dans la ville de Val-d'Or, ça, je pense que c'est un souvenir incroyable. Moi, j'habitais en pension avec Luc Bourdon aussi à Val-d'Or. Fait que tu sais, Luc puis moi, on a eu des liens vraiment spéciaux. Puis tu sais, Luc était probablement le meilleur joueur avec qui j'ai joué, là, même si j'ai joué avec des joueurs vraiment bons là, dans ma carrière, autant junior que professionnel. Mais tu sais, je pense Luc, c'est un joueur vraiment qui était spécial. Puis d'habiter avec lui, puis le fun qu'on a eu ensemble, la chimie qu'on a eu ensemble aussi, c'était... Luc, c'est un méchant moineau, là. Il faisait des mauvais coups pas mal, puis on niaisait beaucoup ensemble, mais justement, ça, là, cette chimie-là que j'ai créée avec Luc, là, puis notre pension, c'était vraiment... Ça, c'est des souvenirs que j'oublierai jamais, c'est sûr. Tu es allé jouer en France, comme tu disais tantôt. En même temps, tu t'es fait échanger à Gatineau. Pourquoi tu étais allé en France à ce moment-là de ta carrière? Ben, tu sais, comme que je viens de dire, moi, Val-d'Or, c'est une ville que j'adorais. C'est pas nécessairement une place que je voulais quitter, mais je pensais que pour mon bien personnel à cette époque-là, je devais me faire échanger. Puis, tu sais, j'ai demandé à être échangé après ma première saison, ma deuxième saison. Puis l'organisation refusait de m'échanger. L'organisation qui était là présentement refusait de m'échanger pour ce que j'apportais sur la glace versus qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir en retour. Ils trouvaient pas ça... C'était pas un bon trade pour eux, fait qu'ils me gardaient toujours. Fait que quand je suis arrivé à 20 ans, j'ai refait encore la même demande. Puis là, j'ai su qu'il y a des équipes qui avaient fait des offres qui, pour moi, le jeune de 20 ans croyait que c'était une bonne offre, puis l'organisation l'a refusé. Fait que ça m'avait frustré un peu. Puis je refusais de retourner à Val-d'Or dans les conditions qu'on m'avait proposées aussi. Là.
Fait que, avec mon agent à cette époque-là, on avait décidé que j'avais une ouverture pour aller jouer en France. Puis je disais, bon, ben, tu sais, go, je pensais pas que je m'en allais nulle part non plus avec le hockey, avec les saisons que j'avais, les statistiques que j'avais. Fait que j'ai pris l'occasion de m'en aller en France, là, en Division 1. J'étais là, dans le fond, une demi-saison. Tu sais, là-bas, c'est une game par semaine. Là. Fait que, tu sais, j'ai joué 8 games. Je pense que j'ai quelque chose comme 20 points en 8 games. Puis, je pense que oui. J'avais dit tantôt. Là. Ouais, tu sais, c'était une ligue. C'était vrai, tu sais, ça encore là, c'est toute une expérience. Tu sais, quand tu pognes la rondelle, tu fais une montée, puis le monde se lève, puis applaudisse, tu sais, t'es comme, voyons, c'est quoi? Tu sais, c'est vraiment une autre mentalité totalement. Puis, tu sais, j'étais le Canadien qui venait jouer en France. Fait que, tu sais, quand j'ai reçu l'appel pour me dire que j'avais une possibilité de revenir jouer junior, si ça m'intéressait, je me suis dit, ben oui, c'est sûr, c'est ça que je voulais. Puis là, ben ça, l'échange est arrivé, là, je me suis ramassé avec Gatineau, là, ça a été, je pense, la meilleure décision de ma carrière de revenir de 1. Puis j'ai vécu de quoi d'extraordinaire à Gatineau aussi, là, avec les Claude Giroux, David Krejci. On avait la troisième équipe la plus jeune dans la ligue. On a perdu en finale de conférence contre Moncton cette année-là, qui avait la Coupe Memorial chez eux. Puis c'était une équipe pactée totalement, là, mais je pense que c'est une de mes meilleures décisions aussi. Mais ouais, je suis parti parce qu'on refusait de m'échanger. Fait que pour moi, c'était le meilleur moyen de. J'avais dit que je ne retournerais pas s'ils ne m'échangeaient pas. Fait que j'ai trouvé un autre solution, un autre chemin. Là. Puis ça, mettons, tu avais le droit de justement partir jouer dans une autre ligue puis revenir, parce que je sais que, mettons, sûrement encore présentement, tu peux pas comme aller jouer NCAA. Tu sais, tu as comme 48 heures d'éligibilité d'un camp, puis, ouais. Puis ça, tu avais le droit d'aller jouer dans une autre ligue pour revenir. Ouais, ben la NCAA, ça, c'est une question de clearinghouse. Fait que dans le fond, tu peux pas être considéré comme un joueur professionnel pour aller jouer universitaire en aucun temps. Fait que dès que tu es junior majeur, dans le fond, tu as un salaire. Fait que vu que tu as un salaire, ben t'es plus éligible à jouer universitaire. Tandis que là, la seule affaire qu'il fallait faire, c'est que, tu sais, parce que l'équipe en France ont acheté mes droits internationaux. Fait qu'il fallait que l'équipe junior repaye mes droits internationaux pour venir me chercher. Fait que l'équipe de la France aurait pu me dire ah non, il n'est pas question. Tu sais, j'étais le premier scoreur de la Ligue, ils auraient pu vouloir me barrer pour pas le faire, mais en même temps, ils veulent pas se créer une mauvaise réputation pour le futur non plus. Fait que puis encore là, j'avais 20 ans, me retrouver en France, c'était jeune quand même. Là, souvent les gars vont jouer en Europe un peu plus tard. Mais tu sais, fait qu'il y avait pas eu de. Je m'étais pas fait bloquer, là, puis Gatineau avait pu me ramener. Là. Est-ce que tu as déjà repensé d'y retourner en France plus tard dans ta carrière? Non, du tout. Moi, la journée que j'ai décidé d'arrêter, j'arrêtais. Fait que c'était pas. L'Europe, c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça, honnêtement. Là, j'avais d'autres projets en tête, puis moi, c'était dans le fond, c'était la grosse photo ou rien, parce que je me voyais pas faire des salaires plus bas toute ma vie, puis arriver, mettons, à 40 ans, pas savoir quoi faire, recommencer une autre carrière, puis tu veux pas. J'avais pas le CV, mettons, pour aller jouer dans les ligues de Suisse ou en Allemagne, d'avoir des gros salaires. Là, j'aurais été plus dans les petits salaires de France, des choses-là. Fait que c'était pas quelque chose qui m'intéressait là, vraiment. Là. À partir de quand tu as eu l'idée de te partir une agence? C'est-tu pendant ta carrière de hockey ou vraiment après, quand tu as arrêté? Non, dans le fond, moi, quand je suis allé à l'université, j'étais en management, puis c'était pour ça. J'avais ce projet-là en tête, j'en parlais déjà à ce moment-là. Fait qu'avant de m'en aller jouer pro, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose que je voulais faire. Au début, je me suis dit que j'allais travailler pour une agence où j'allais me joindre à une équipe ou à l'agent que j'avais actuellement. Puis, j'ai eu des rencontres avec certains agents qui m'ont offert des jobs, mais c'était pas vraiment l'idée que moi j'avais de la business puis comment moi je voulais l'apporter. Fait que j'ai décidé, puis ça c'est une histoire justement avec Nick qui joue pour qui jouait maintenant parce qu'il a 20 ans puis il a terminé, mais qui jouait pour les Foreurs. J'avais une badge de hockey moi que j'aimais pas puis j'avais mis à vendre pendant l'été. Puis j'avais rencontré son père par ça. Tu sais, dans le fond, il voulait m'acheter les bâtons et tout ça. Puis il me dit ah, moi, mon jeune, il joue, je pense qu'il jouait Pee-Wee dans ce temps-là. Puis genre, ben, Kim, c'est le fun. Puis moi, j'avais retourné jouer pro. L'été d'après, il m'avait réécrit pour savoir si j'avais d'autres bâtons. Puis là, j'en avais pas. Puis là, il me dit ah, mais tu sais, là, mon gars est rendu bantam. Puis il m'en parlait un peu. Puis tu sais, je trouvais ça le fun.
j'avais juste gardé contact avec cette famille-là. Puis quand que j'ai arrêté de jouer, j'y avais dit, tout de suite, il m'avait dit, ah, tu sais, ça te tente, tu devras le voir, tu veux lui donner des conseils, ça serait le fun. Fait que, tu sais, j'avais été le voir, là, je donnais un peu de conseils, puis là, à un moment donné, tu sais, je m'étais assis, là, j'avais vraiment monté mon plan d'affaires pour savoir comment je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire. Puis après ça, je les ai approchés, je dis, gars, écoutez, moi, j'ai dans l'idée de me lancer une agence, puis je voudrais que Nick soit mon premier joueur, dans le fond. Fait que, je veux mettre ça plus officiel, plus clair. Je leur ai demandé si eux, ça leur intéressait, tout ça, puis ça a été un oui tout de suite, puis ça a parti comme ça, là. Fait que l'idée était là depuis longtemps, il me manquait peut-être le dernier petit coup de pied pour la faire officiellement, puis c'est beaucoup d'inconnus, là. Il y a une différence entre jouer au hockey, avoir un agent, puis savoir c'est quoi vraiment la business d'être un agent. Fait que il y a beaucoup de choses à apprendre pendant ce temps-là aussi, là. Justement, c'est quoi être un agent de joueur? C'est quoi tes tâches? C'est quoi tu fais en général avec eux? Ben là, il y a beaucoup de choses. Ça part au début, on se dit plus consultant sportif, là. Fait que dans le fond, au début, on est là surtout pour essayer. Eric Meloche, qui est mon partenaire, puis moi, on a 1300 matchs pro ensemble. Fait que au début, je pense plus c'est au niveau conseiller de la game, conseiller de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur jeu pour le prochain niveau. Puis après ça aussi, c'est des enligner vers les ressources les plus selon leurs besoins à eux. Fait que ce soit dans le patin, que ce soit côté physique, que ce soit habileté individuelle, psychologique. C'est essayer vraiment d'aller trouver les meilleurs outils pour eux pour qu'ils continuent à progresser puis continuent à se rendre de plus en plus loin. Fait que, c'est vraiment essayer d'aligner, c'est vraiment d'encadrer le joueur de A à Z. Là, oui, plus tard, le rôle de l'agent embarque. Là. Fait que, après ça, oui, il y a de la vente auprès des équipes juniors, il y a de la représentation au niveau des clubs juniors quand il vient le temps de soit des échanges ou des conflits. Après ça, il peut y avoir négociation de contrat quand on arrive au niveau professionnel. Puis encore là, représentation, puis de la vente. Fait que, il y a beaucoup d'aspects dans le business. Puis Eric puis moi, on se sépare pas les tâches. Les deux, on essaie de tout faire parce que certains joueurs vont être plus à l'aise avec moi, certains vont être plus à l'aise avec Eric. Fait que on essaie les deux de tout faire. C'est sûr, rendu du côté négociation de contrat, il faut que tu sois certifié par la NHLPA pour pouvoir négocier un contrat. Fait que puis ça c'est des frais. Fait que ça, c'est moi qui est certifié par l'association des joueurs. Fait que c'est moi qui fais ce volet-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'Éric est consulté, puis on se parle pour savoir que si on l'accepte-tu, c'est une bonne idée, on en parle aux joueurs. Fait, on fait tout ensemble de A à Z. Il n'y en a pas un qui fait un rôle plus élevé que l'autre. Là. C'est vraiment en équipe. Là. C'est quelle formation que ça prend pour être agent de joueur? Tu disais que tu as commencé à l'université un bac en management. Est-ce que tu l'as fini? Puis est-ce que tu conseilles au monde de faire ça, mettons, pour être agent? Ben, tu sais, honnêtement, le critère numéro 1 pour moi, de la façon qu'on voit la business, c'est l'expérience hockey. Ça, pour moi, c'est l'école que je pense que pas tout le monde qui a accès premièrement, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir joué professionnel. Après ça, ça reste une business. Fait que n'importe quoi qui peut aider un joueur à faire, pas un joueur, mais un agent à gérer une entreprise, ça peut être utile. Il n'y a pas de formation prérequise. On entend souvent parler que ça prend soit un avocat ou un notaire, des choses comme ça. La NHLPA ne demande pas ça. Puis, tu sais, la NHLPA touche beaucoup à tout ce qui est légal, tout ce qui est... mais tu sais, il faut avoir beaucoup de connaissances dans plein d'aspects, tu sais, autant dans le droit que dans économiquement. Fait que, tu sais, rendu là, je pense que c'est juste de t'entourer des bonnes personnes. Moi, je pense que mon expertise est côté hockey, puis côté évaluation, puis aider les joueurs à progresser. Côté financier, j'ai pas de formation là-dedans, je connais pas ça. Fait que, je suis entouré de personnes qui peuvent m'aider là-dedans, puis qui peuvent aider les joueurs à prendre les bonnes décisions, ces choses-là. Fait que, je pense que n'importe quoi qui peut toucher, aider à gérer une entreprise est bon comme formation. Puis après ça, ben, l'expérience de la game, ça, comme je dis, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est pas tout le monde qui voit ça, mais pour nous, je pense que c'est notre plus gros atout. Là. C'est ça qui fait la différence avec les autres agences, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir autant de matchs professionnels de jouer. Eric a joué dans la Ligue nationale aussi. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont des joueurs qui ont des agents qui ont joué.
Eric a grandi dans le monde du hockey aussi. Là. Son père a joué 18 ans dans la Ligue nationale avant lui. Fait que, il a grandi là-dedans. Il connaît. Lui, il a joué universitaire. Moi, j'ai joué junior majeur. Fait que je pense qu'on touche à tout de cette façon-là, mais c'est vraiment l'expérience, je te dirais, le plus gros prérequis là, pour moi. Là. Puis en même temps, ben, comme tu t'as dit plus tôt, que vous faites un camp de développement normalement toutes les années, ben, ça donne un bon coup de pouce aux gars que quand c'est des joueurs pros qui ont joué, qui te donnent des conseils et qui te développent en fait. Là, fait. Ouais, puis tu sais, ça, on essaye, tu vois, on le prépare tout ça, mais on essaye aussi on essaie d'en faire le moins possible ça, dans notre camp de développement, dans le sens que tous les joueurs entendent notre voix à nous toute la saison. On est deux personnes très franches avec moi. On n'a pas peur de dire vraiment ce qu'on pense aux joueurs. Fait qu'on n'est pas tout le temps les agents les plus doux puis les plus gentils. Si un joueur a besoin de se faire dire quelque chose, on le dit. Fait qu'on essaie d'apporter d'autres intervenants qui ont aussi de l'expérience, que ça vient de l'extérieur, puis que eux disent un peu le même message que nous. Fait que là, les joueurs l'attendent de quelqu'un d'autre. On a eu André Tourigny qui est venu donner des pratiques, parler. André est allé avec l'équipe Canada, il a coaché avec l'Avalanche, avec les Sénateurs, là, il est retourné avec le 67 d'Ottawa. Fait que quand c'est lui qui arrive, puis nous autres, on parle aux joueurs d'être des professionnels, puis moi, je demande devant tout le monde à André, c'est quoi être un professionnel? Je veux dire, c'est dur de débattre avec quelqu'un, encore là, qui l'a vécu de l'intérieur, puis c'est quoi la différence entre Nathan McKinnon puis un jeune talentueux qui perce pas, tu sais. Fait que c'est dans notre cas de développement, on essaie un peu de se sortir de là parce que les gars, c'est un peu le rôle le rôle du papa, là, ton père, il a bien beau te dire des affaires tout le temps, puis il a souvent raison, mais c'est ton père, puis t'es tanné de l'entendre, puis là, l'autre personne rentre, te le dit, ah ouais, c'est vrai, mais dans le fond, c'est le même message. Mais c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi, là, de passer le puck à quelqu'un d'autre pour dire, gars, les boys, on vous l'a dit, c'est ça, si vous le faites pas, c'est correct, mais c'est vraiment ça que ça prend. Mais j'aime le point que tu as amené, que tu dis on n'est pas tout le temps tout doux, que des fois on dit ce qu'il faut dire. Ben souvent on voit ça partout, que le monde, ils font juste flatter dans le sens du poil ou juste du positif. Puis finalement, c'est que ça n'aide pas grand-chose. Mettons, moi, je prends l'exemple en entraînement. Si avec mon client, je dis tout le temps good job, lâche pas, good job, ben, à un moment donné, lui, il va penser que c'est bon, même s'il y a des points techniques à corriger. Puis, Exact. Puis moi c'est une des raisons pourquoi je voulais être agent, c'est que l'expérience que moi j'avais d'un agent, c'était ça. C'était le temps, non, ça va être correct. On continue de même, ça va être correct. La tape dans le dos. Oui, des fois, c'est le fun. Puis oui, des fois, on en a besoin. Puis je pense qu'on le fait aussi. Mais des fois, quand t'as mal joué, t'as mal joué. Puis quand, mettons, ton attitude n'est pas bonne, c'est quelque chose, mais ton attitude n'est pas bonne, c'est quelque chose. Puis moi, je m'en cache pas à mes joueurs, j'étais quelqu'un qui avait une attitude forte, moi, non, ça n'a jamais été une réponse pour moi. J'ai tout le temps, j'ai confronté beaucoup de monde, mais à certains moments, peut-être j'aurais pas dû le faire, puis à certains moments, j'aurais peut-être dû le faire. Fait que, il y a ça aussi que je peux apporter, puis des fois, j'ai vu des coéquipiers le faire aussi. Fait que, il y a cette partie-là aussi, je pense, qui est importante de dire, puis on est transparent, là, dans le sens que je t'arriverai pas demain matin pour te dire, inquiète-toi pas, tu vas un contrat, inquiète-toi pas, puis là, au bout d'un mois, finalement, il n'y a rien, tu sais. D'autres, c'est, gars, il n'y a pas d'intérêt en ce moment, ou, tu sais, quand il y a un jeune qui demande un échange, OK, mais tu penses que tu vaux quoi en ce moment? Parce que la façon que tu joues, qui va aller chercher ça? Qui va aller chercher qu'est-ce qu'on regarde sur la glace, tu sais? Puis souvent, les agences, ils ont peur de dire ces choses-là aux joueurs, puis ils ont peur de les perdre, tout ça. Puis nous autres, notre mentalité, c'est que si t'es pas capable de le prendre, ben, tu travailles pas avec nous autres parce que tu te rendras pas anyway. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Je pense que la plupart de nos joueurs, on est chanceux, ils comprennent. Puis, tu sais, dans nos meetings, quand on approche les familles, on est clair là-dessus aussi qu'on est comme ça. Fait que, tu sais, on le voit tout de suite, ceux qui veulent travailler, souvent, ils apprécient ce côté-là de nous autres, puis ils savent que s'ils veulent s'améliorer, ben, on est peut-être la meilleure solution pour eux. Là. Non, ben, c'est important aussi. Tu développes une identité, c'est stick to it. Là, puis tant, mettons, pour l'agent puis ses joueurs, mais tant pour le joueur aussi que, comme on a parlé tantôt dans les entrevues, essaie pas de te faire passer pour quelqu'un d'autre parce que ça va te revenir d'en face à un moment donné. Fait que reste quitté, puis that's it. Ouais. Puis tu sais, c'est fou, hein, des fois, tu sors d'une game, tu demandes ma première question aux joueurs, c'est le temps, puis ta game.
Puis tu sais, t'as des gars qui vont dire, aujourd'hui, ça n'a pas bien été, tu sais, j'étais blessé là, puis j'ai eu de la misère, tout ça. Bon, ça n'a pas paru, tu sais, t'as joué une bonne game, ça a bien été, t'as fait ça, t'as fait ci. Ah, OK, ouais, c'est vrai. Puis des fois, t'as l'inverse aussi. Ah, ça a bien été. Ça a bien été. Tu n'as pas travaillé de la soirée, tu n'as pas patiné, tu as triché là, tu as triché là. Oups, ça, OK, tu sais. Mais au début, les joueurs, ça s'aide peut-être un peu plus quand on commence à travailler avec eux autres. Avec le temps, ils nous connaissent plus, puis ils savent nos attentes, puis ils savent aussi que même s'ils nous disent que ça a bien été, on ne sera pas non, inquiète-toi pas, ça a bien été. Là, moi, je dis tout le temps, c'est impossible de jouer un match parfait. C'est impossible de jouer un match totalement pas bon non plus. Il y a du positif et du négatif dans tous les matchs. Puis on essaie de ressortir les 2 points tout le temps pour continuer à progresser et à améliorer le joueur. Comment tu évalues tes joueurs, mettons, en situation de match, es-tu plus high-tech, mettons, avec les statistiques avancées ou vous avez vos propres méthodes? Moi, les statistiques avancées, je suis pas le plus gros fan de ça. Moi, personnellement, c'est ce qu'on voit sur la glace, là. Puis ça, moi, c'était mon plus gros point d'interrogation quand j'ai commencé à faire ça, parce que c'est beau que tu as joué la game, c'est beau que tu penses connaître la game, mais de la regarder d'en haut, passer d'évaluer des joueurs, c'est un autre game, justement. Fait que, tu sais, ça a été peut-être l'apprentissage au début de dire, tu sais, je vais être bon à faire ça, puis je vais être en mesure de le faire. Puis finalement, tu sais, je pense que ce côté-là, c'est bien développé, moi et Eric, les deux. Mais tu sais, on a nos propres critères, on a nos propres points qu'on sait que ça prend pour jouer plus haut. Puis, tu sais, il y a certains points qu'on dérogera jamais pour aucune raison au monde. Même, tu sais, si tu prends la décision de jouer avec un bras cassé, tu as le droit, mais ces points-là sont non négociables. Que tu aies le bras cassé ou pas cassé, il va falloir que tu les apportes, sinon je joue pas. Tu sais, fait ces points-là sont stricts, sont importants, puis après ça, il y a tous les petits détails de la game aussi. Il y a plein de petites choses qu'on va voir pendant le game. Puis, les systèmes de jeu, chaque équipe a leur système de jeu, chaque équipe a leur façon de faire, leur forward check. Fait que ça, on rentre pas là-dedans parce que c'est vraiment c'est collectif, c'est dans le cadre d'une équipe. Sauf que tout ce qui est individuel, tout ce qui est tous les petits détails de la game qui font en sorte qu'un gars va jouer en haut versus l'autre qui ne jouera pas, ça, on les connaît, puis c'est là-dessus que nous autres, on base l'évaluation. Ça, c'est sur les joueurs qu'on a. Quand on arrive pour aller chercher des nouveaux joueurs, ça, c'est sûr, d'un, ça prend quelque chose de spécial sur la glace. Il y a des joueurs, je pense à Samuel Hood qui est repêché par le Canadien. Après trois présences sur la glace, j'ai regardé Eric, je dis, je le veux. C'était clair, c'était évident pour moi qu'il avait tous les atouts, son hockey sense, ses mains, sa vitesse, la façon qu'il réfléchissait à la game. Ça sautait aux yeux pour moi. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus par l'effort, puis avec le temps que tu te rends compte, à force de les voir jouer, tu dis, ah non, lui, il y a vraiment quelque chose, tout ça. Il y en a que c'est vraiment clair, il y en a que c'est plus long. Là. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les principaux points clés que les recruteurs regardent, mettons, quand ils vont voir une game ou ils vont voir quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'ils regardent vraiment, puis qu'est-ce qui compte plus que l'autre point, mettons? Ben, tu sais, le point numéro 1, même si personne va dire que c'est ça, moi personnellement, je vais le dire, c'est le CV, là. Tu sais, le monde se fie beaucoup à ton nom, qu'est-ce que tu as fait avant, c'est ça qui va attirer l'œil au départ. Tu sais, les premières listes qui sortent dans l'année, on s'entend, personne n'a joué, tout ce qu'ils ont, c'est le CV. Fait que, tu sais, ton rang de repêchage, c'est aussi ça qui fait en sorte que, boum, le joueur il est mis dans un classement plus élevé qu'un autre. Après ça, les critères, tu sais, il y a des modes. Tu sais, là, en ce moment, la vitesse est super importante. Fait que, tu sais, la vitesse est évaluée. Le physique est toujours évalué. Tu sais, es-tu grand, es-tu fort physiquement? La technique du coup de patin aussi, c'est beau être vite, mais tu sais, être vite junior versus être vite dans la ligne nationale, ça prend une technique. Est-ce que la technique est bonne? Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Y a-t-il le joueur, tu sais, puis la force brute aussi, je pense qu'on le voit facilement aussi. Tu sais, le joueur qui passe tout le monde sur la glace puis qui est plus fort physiquement, qui gagne tous ses batailles 1 contre 1, ben, tu sais, fait que ça, c'est les premiers points clés. Le hockey IQ, ça, on s'entend, là, c'est quelque chose qu'ils vont toujours regarder. L'intelligence de la game, la façon qu'ils font leur jeu. Mais tu sais, dites-vous que chaque équipe de la Ligue nationale se présente au draft avec une liste d'à peu près 80-90 noms seulement. Puis il y a 217 joueurs qui sortent. Puis dans leur liste de 80-90 noms, il y en a qui sortiront même pas.
Fait que, tu sais, tout le monde a sa façon d'évaluer les joueurs différentes. Tout le monde a une opinion différente de ce qu'ils recherchent puis qu'est-ce qu'ils veulent chez un joueur. Fait que, tu sais, c'est dur de dire les critères exactement que vous regardez. C'est vraiment organisation par organisation qui cherche des affaires différentes. Puis, tu sais, il y a des listes, mettons, un gars comme Nathan Légaré, tu sais, il y a des équipes qui l'ont même pas interviewé. Tu sais, il avait scoré, je pense, 47 buts à 17 ans. Tu sais, comment... Ben, tu sais, eux autres avaient jugé, tu sais, son patin me fait peur, je suis pas sûr. Skill-wise, je suis pas assez sûr, tout ça. Tu sais, nous autres, on s'entend, tu sais, c'est nos joueurs, on les aime, puis tu sais, on veut les promouvoir, tout ça. Puis tu sais, des fois, t'es comme ça à connaissance, là, de voir des commentaires, d'être comme, voyons donc, c'est impossible, mais eux autres, c'est leur façon de l'évaluer, tu sais. Je pense qu'il n'a pas tombé dans une mauvaise organisation. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu sais, je pense que tout finit par bien s'enligner en bout de ligne, là, mais tu sais, c'est vraiment... Tu sais, puis eux l'avaient beaucoup plus tôt sur leur liste aussi. Tu sais, pour eux, c'est un aubaine. Puis pour d'autres, c'est tabarnouche. Il me semble qu'ils ont payé cher pour aller chercher un choix de 3e ronde. Tu sais, fait encore là, c'est l'opinion. Moi, je pense que c'est un vol. Là. Moi, je pense que Nathan, il aurait pu être un choix de 1er ronde, puis sûrement que le futur va le dire. Mais... C'est ça. C'est vraiment, c'est l'évaluation de chaque organisation, puis c'est vraiment, c'est des points qui restent, mais le reste après ça, c'est vraiment, c'est un goût, là. C'est vraiment, tu aimes le joueur, tu aimes la personnalité, faut t'aimer ce qu'il apporte sur la glace. Tous les commentaires autour de lui soient bons aussi, parce qu'ils vont parler aux entraîneurs, ils vont parler aux acteurs généraux, fait faut que le joueur ait une bonne réputation, plus que ce qu'il livre sur la glace. Parce que je pense qu'il l'a bien démontré dans un game hors concours l'année passée. Ouais, puis tu sais, je veux dire, Nathan est pour nous autres un joueur. Tu sais, quand tu décris le profil de qu'est-ce que ça prend pour jouer avec les pros, Nathan, c'est déjà un pro. Dans le sens de comment qu'il prend soin de lui en dehors de la glace, comment qu'il a adhéré, mettons, autant au niveau de nutrition que de l'entraînement. Tu sais, il en fait plus. Puis, tu sais, je dis souvent ça, certains joueurs ont quelque chose dans l'œil qui font en sorte qu'il n'y a rien qui va les arrêter, mais tu sais, Nathan, il est là. Tu sais, il sort de ses games, il est souvent frustré, il est souvent insatisfait, il en veut toujours plus, il en veut, tu sais, puis des joueurs de même, c'est tout le temps plus facile de tirer ses règnes pour les ralentir qu'essayer de leur pousser dans le dos pour qu'ils continuent, mais tu sais, Nathan, de temps en temps, dit « OK, wow, tu sais, calme-toi, reviens ». Mais c'est un joueur, c'est un shooter incroyable, il est fort physiquement, c'est le profil pour jouer dans la Ligue nationale. Puis, physiquement, il serait prêt à le faire. Là, il est assez fort et assez gros physiquement pour le faire déjà. La question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'un agent est payé? Ben, ça va au contrat professionnel. Fait que encore là, comme tout le monde se pose, puis nous autres aussi, quand on rencontre les familles, c'est OK, mais comment on fait pour faire de l'argent? Ben, faut que le joueur joue professionnel. Avant ça, ben, 99,9% du temps, on va faire du bénévolat avec les joueurs. C'est notre décision. D'un, on choisit avec qui on veut travailler. Fait que c'est nous qui prenons le guess, c'est nous qui prenons l'investissement d'investir envers un joueur, puis prendre du temps pour lui, puis tout ça, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de plus spécial qu'un autre. Mais tant qu'il n'y a pas de contrat professionnel, on n'est pas payé. Parce que ça, c'est un pourcentage du contrat qui varie selon les agences, là, mais ça se ressemble quand même pas mal tout. Fait qu'au début, mettons, tu faisais du bénévolat, ça veut dire que tu avais un autre job conjointement à ça. Oui, non, exactement. Puis tu sais, je l'ai encore. Tu sais, moi, je suis chanceux, je suis représentant des ventes pour une compagnie de batterie industrielle. Puis tu sais, c'est le travail parfait pour moi. Là, tu sais, je suis toujours sur la route. Tu sais, je peux faire mes horaires. Tu sais, fait que ça m'aide beaucoup. Puis en même temps, tu sais, les investissements sont tellement gros de l'autre côté que tu sais, c'est sûr à un moment donné, tu sais, je dis tout le temps à blague que mon travail en ce moment me sert à vivre, puis que ce que j'ai fait comme joueur de hockey, je le dépense les autres, là, parce que c'est pas mal ça. Là. Tu sais, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi dans nos joueurs. Fait que c'est long avant de pouvoir. Tu sais, l'année passée était la première année financièrement qu'on a fait un profit. Là,
Puis là, cette année, on va en faire aussi. Puis là, les années s'en viennent qui sont de mieux en mieux. Fait que, ça vient, mais c'est long. Là, c'est quelque chose. Quand tu pas un jeune à 14 ans, avant qu'il se rende à jouer pro, c'est 5-6 ans de délai avant qu'il y ait un revenu potentiel qui rentre. Là. Ça, c'est ça. C'est s'il se rend jusque-là. S'il se rend jusque-là. Disons que tu en as 20 joueurs Bantam. Tu en as rien qu'un, mettons, qui se rend pro. Ben, ça fait rien qu'un, ça fait pas 20 joueurs. Puis souvent, c'est ça que le monde voit pas. Ou, souvent, j'entends souvent dire ben moi, je veux pas avoir un agent, ça coûte cher, ou peu importe, mais ils savent même pas comment, justement, qu'ils sont rémunérés. Exact. Fait, c'est ça. Puis, il y a certaines agences qui chargent des genres de frais, mais aucune agence réputée au Québec fait ça. C'est plus des petites agences qui essaient de partir d'autre chose que. Ils prennent un peu n'importe quel joueur, puis ils chargent des administration fees, là, c'est genre 500$, puis ils roulent un peu avec ça. Mais souvent, eux, ils vont prendre les joueurs que les agences sérieuses n'auraient pas nécessairement pris par manque de temps ou qu'on voit pas quelque chose dans le joueur. On peut se tromper, on s'entend. Des joueurs qu'on pensait pas, puis finalement, ils se rendent. Mais non, c'est ça, puis des fois, c'est quelque chose qu'on répète aussi aux familles. Je dis, hey, oubliez pas, il n'y a personne qui le paye en ce moment. Fait que, prenez votre pot égal, là, puis repensez que tout ce qu'on fait en ce moment, tout le temps que je mets, c'est du temps que j'ai pas avec ma famille ou que je passe pas avec mes amis ou peu importe. Fait, moi, en tant que joueur, j'étais un joueur qui était émotif, passionné, puis qui travaillait fort, puis je suis pareil comme agent. Fait que, je mets beaucoup de mon cœur, de mon temps. Ça me fait plaisir de le faire, là, Nick Ouellet à Val-d'Or, puis Nick, là, tu peux pas avoir un jeune plus dédié, écoute, c'est une machine. J'ai jamais vu un jeune s'entraîner de même. Ça n'a aucun sens. Puis si tu m'avais dit qu'elle allait jouer junior et qu'elle allait avoir une carrière comme ça quand il était bantam, je t'aurais pas cru. Là. Il y a une carrière extraordinaire junior, tout ça. Là, il s'en va jouer universitaire. Puis on s'entend, ils ont joué universitaire, il m'a jamais payé, il m'a pas donné une pièce, sauf que je suis plus que content d'avoir fait ça avec lui puis de continuer. Puis après l'université, il va sûrement vouloir jouer professionnel, puis on va l'aider là-dedans. Mais c'est des joueurs de même qui nous donnent en retour puis qui apprécient ce qu'on fait, mais en même temps, ça me fait plus que plaisir. Là. Justement, professionnel, ça commence pas à partir de junior, c'est après le junior. C'est ça? Oui, c'est après. Fait que tout ce qui est dans le fond, soit East Coast, Ligue américaine, Ligue nationale, puis tout ce qui est Europe, tout c'est parce que junior, oui, ils ont un salaire, là, mais je ne prendrai pas un pourcentage de leur 80$ par semaine. Ça sentirait mal un peu. À partir de quel âge tu pourrais, mettons, commencer à les scouter un peu et à dire, moi, j'aimerais ça l'avoir dans mon agence? Écoute, il n'y a pas de règles là-dedans, puis il y a beaucoup de débats là-dessus parce que y en a qui sont beaucoup trop jeunes pour avoir un agent à point. Puis là, rendu là, je pense aussi que c'est le choix. Tu as des agences que moi j'appelle des agences de billets de loterie. Fait que ils attendent juste que le ticket soit gagnant puis ils viennent cacher in. Fait que quand ils le prennent à 13 ans, 14 ans, puis ils font rien avec, ils attendent juste que pour moi, ça ne sert absolument rien d'avoir un agent. Puis il y en a qui vont vraiment tôt, là, écoute, nous, on entend parler que du monde vont au tournoi Pee-Wee de Québec, scotter. Moi, je n'ai jamais vu une game Pee-Wee de ma vie. C'est leur choix, c'est leur décision. Ils vont vraiment jeunes. Mais là, il faut que tu penses encore là que le gap avant qu'ils se rendent pro, il est énorme. La différence entre un joueur Pee-Wee à Bantam est énorme. Puis, tu sais, il n'y a rien qui protège l'agent là-dedans, dans le sens que oui, il peut travailler avec toi dans le Pee-Wee, puis il peut arriver immédiat de se dire « Ah non, je m'en vais avec un autre ». Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'aller aussi jeune? Nous autres, on y croit pas. Après ça, qu'est-ce que tu apportes à un jeune de cet âge-là aussi? Il y a ça, puis tu sais, tu veux pas non plus faire à croire qu'il est rendu parce qu'il y a un agent, parce que c'est totalement faux. Fait que, tu sais, nous autres, là, je te dis, les vraiment bons joueurs, c'est deuxième année Bantam, qu'on commence vraiment à les approcher, tu sais, dans le début de saison. On sait un peu ceux qui s'en viennent. C'est les noms, puis quand on va voir les matchs, comme que je dis, c'est quand même assez évident pour certains joueurs. Fait que eux, c'est 14 ans, sinon ça va être 15 ans. Première année midget, pas mal.
Parce que, anyways, le hockey, je me répète à tous les podcasts, le hockey, c'est un sport qui a développement tardif. Fait que même si au tournoi Pee-Wee de Québec, je veux dire, il a fini meilleur pointeur, ça se peut que ce soit un flop. Là. Comme que l'autre n'est pas rendu au tournoi Pee-Wee de Québec, puis que finalement, c'est lui qui va sortir premier round junior, puis ainsi de suite. C'est ça. Puis le meilleur exemple, c'est, je veux dire, tu prends le CV à moi, tu prends le CV à Eric, là, puis tu regardes, mettons, Bantam, qui va se rendre. Tout le monde aurait misé sur moi. Là. Eric a joué Bantam B. Là. Fait que personne au monde croyait qu'elle allait jouer dans la Ligue nationale. Puis, finalement, lui a joué, puis moi, j'ai pas joué, parce qu'il s'est développé plus tard dans sa game à lui, dans le style de joueur qu'il était. Son développement était plus tardif, puis finalement, il s'est rendu. Fait que, c'est une science de même. Exactement, on voit que les repêchages à chaque année, ils font encore des erreurs à 18 ans, mais en même temps, à 18 ans, il était bon, mais là, l'autre, finalement, l'a dépassé. C'est dur, puis là, à un moment donné, c'est la projection. Puis je te dirais que ceux qu'on a eus, admettons, dans le Bantam, là, que c'était des King Pee-Wee, là, tout le monde disait, vous allez voir, il y a un tel qui s'en vient, il est incroyable. C'est pas nécessairement nos meilleurs joueurs aujourd'hui, là. Fait que, tu regardes un jeune comme Alexis Lafrenière, Bantam, première année, je l'ai vu jouer souvent, puis Alexis, là, il était très ordinaire, il se fondait dans les autres, puis il n'y avait rien de spécial. Quand il est arrivé Bantam deuxième année, tout le monde a fait « My God, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que ça dépend de la progression. Puis pour moi, rendu là, d'un, j'ai pas le temps d'aller voir du Pee-Wee, là. J'ai assez de game de même, j'ai pas le temps d'aller là. Puis je trouve pas ça... je pense pas que ça vaut la peine, honnêtement. À part certains, là, tu peux être chanceux, là, mais sinon... Il reste tellement de développement avant que ça commence à compter puis qu'il se fasse drafter. Puis oui, il y a tout l'aspect éthique de travail, discipline qui rentre en compte, justement. Mettons quelqu'un qui joue, mettons, simple lettre versus l'autre qui est double lettre, mais que lui, double lettre, mettons, l'été, il s'assied sur son cul puis il game à Fortnite, mettons. Puis l'autre qui fait des petits workouts, qui s'entraîne, qui lit un peu sur la nutrition, puis il fait attention, mais c'est lui que 3 ans plus tard, il va avoir dépassé l'autre. Oui, exact. C'est comme n'importe quoi. Là, les meilleurs guitaristes, là, ils passent leur journée à jouer de la guitare puis à gratter, puis à pratiquer, puis à pratiquer, puis à pratiquer. Tu as beau être un virtuose de la musique, si tu ne pratiques pas, à un moment donné, l'autre, il va finir par te dépasser puis faire probablement travailler en musique avant tout. Fait que c'est un peu le même principe. C'est combien d'heures tu es prêt à mettre là-dedans. Devenir joueur de hockey, ça a l'air le fun. On dit souvent ça, Eric puis moi, qu'il y a une différence entre aimer l'idée de devenir joueur de hockey puis vouloir devenir un joueur de hockey. C'est deux affaires totalement différentes. Fait que, tu peux le voir qu'ils vont être reconnus, ils sont populaires, ils font de l'argent, c'est cool. Ou, je mette mes bottes de travail parce que si je veux me rendre là, puis après m'être rendu là, je veux rester. Qui est un autre paire de manches aussi. Là. Fait que, les meilleurs joueurs au monde, c'est pas des gars qui sont normaux dans le sens qu'ils font pas ce que les autres font de leur vie naturellement. Ils font des extras, ils font des affaires différentes, ils progressent tout le temps, puis leur mode de vie, c'est le hockey. T'sais. Fait que, entre un jeune de 13 ans et un jeune de 15 ans, ce qui peut se passer, puis là-dedans, il ne faut pas t'oublier, il commence à avoir aussi les petites filles qui commencent à tourner alentour. Il y a plein de facteurs. Là. Fait que, comment un jeune, les jeunes, oui, je suis dédié, puis finalement, oups, ils se font une blonde, puis là, la blonde est plus importante un peu que d'aller s'entraîner. Bon, ben, ça aussi, c'est un facteur, fait c'est vraiment jeune, puis vous êtes là-dedans, là, côté entraînement, là, physiquement, un jeune de 13 ans, puis un jeune de 15-16 ans, tout ce qui peut se passer dans ces 3 années-là, c'est énorme. Là, il y a du stock. Selon toi, ça serait, mettons, tu aurais 2-3 trucs à donner à des jeunes pour qu'ils se développent puis qu'ils se développent en tant que joueur de hockey ou qu'humain, mettons, ça serait quoi? Lesquels les plus importants selon toi? Ben, moi, la pratique, ça, c'est la première affaire. C'est plus tu pratiques, plus tu fais quelque chose en lien avec ton sport, que ce soit de shooter des pucks dehors. Là, tout le monde est en confinement, tout le monde, on essaie de se réinventer là-dedans puis trouver des façons de continuer à s'améliorer. Ben, puis bon, je suis fatigué avec lui, mais on revenait avec Nick Wallet. Là. Nick, j'avais dit, Nick, si tu shots, son lancer des poignets était pas fort, puis il fallait qu'il travaille ça, tout ça. Puis j'avais dit, Nick, tu prends 100 shots par jour, tu vas finir avoir une bonne shot, là.
C'est comme n'importe quoi. T'as beau t'entraîner, t'as beau faire n'importe quel entraînement au monde. Si tu prends 100 shots par jour, tu vas finir par être meilleur. Puis, la prochaine affaire que je savais, c'est que Nick prenait 300 shots par jour. Il y avait des ampoules partout dans les mains. Mais lui, c'était parfait. C'est beau, je le fais, puis je le fais en trip. Mais tu sais, je ne demanderais jamais à aucun joueur d'être aussi fou que lui. Sauf que, lui, tous les petits détails qu'il a fait comme ça, fait en sorte qu'il a joué junior puis qu'il a une carrière junior. T'sais, tandis qu'il y en a d'autres qui étaient meilleurs que lui à cet âge-là, qui avaient plus de talent brut puis plus de skills qui n'ont jamais passé puis qui n'ont jamais joué junior majeur non plus. T'sais, fait que ça, c'est mon critère numéro 1, c'est à quel point tu veux jouer au hockey, à quel point c'est important pour toi de jouer au hockey, va faire en sorte que tu vas avoir une chance de passer ou non. Ça, c'est le point numéro 1. Puis, après ça, il y a tout qui rentre en ligne de compte, l'entraînement, la nutrition, c'est ton sérieux. Malheureusement, dans le hockey, mais je pense que dans beaucoup de sports, il faut que tu sois un professionnel avant ton âge. Là. Faut que tu regardes d'être un pro, faut que tu regardes de dire non à tes amis qui font des niaiseries ou qui veulent justement jouer à Fortnite tout le temps. Mais toi, tu es occupé à faire d'autres choses. Puis je dis souvent à mes joueurs, OK, vous aimez ça gamer, vous aimez ça faire ci, courir 5 km, là, ça prend. Je leur dis 30 minutes parce que 30 minutes, on s'entend, là, tu galopes. Là, moi, à mon âge, je fais 130 minutes, c'est normal. À leur âge, je faisais ça en bas de 20 minutes. Fait, prends ça dans ta journée, là, va courir. Après ça, tu regameras si tu veux, ça me dérange pas. Puis un peu plus tard, prends une autre demi-heure, puis va prendre des shots. Tout ça va faire en sorte que toi, tu vas passer, puis pas l'autre. Le petit... Puis oui, après ça, il y a de la chance. Il faut que tu tombes à la bonne place au bon moment. Il y a plein de facteurs aussi, là, mais ça reste que tu te donnes plus de chance de ton bord en faisant ça. Là. Le petit 1% que tu vas faire de plus que l'autre, qui va faire que tu vas te développer plus, mais tu vas avoir plus de chance au bout de la ligne de monter plus haut. Ouais. C'est comme si je t'envoie 2 joueurs s'entraîner avec toi. Les 2 joueurs, oui, admettons, même shape, même affaire, puis tout. Les 2 joueurs vont s'entraîner avec toi. Ben, s'il y en a un qui en fait plus en dehors, c'est pas obligé d'être plus d'entraînement, que comme je dis, prendre des shots, faire du quick feed plus, bon, ben, lui, c'est sûr qu'il va progresser plus vite que l'autre. Tu sais, il y a beaucoup de. Souvent, on parle de surentraînement ou des choses comme ça. Puis, oui, il faut faire attention de cette partie-là, mais quelqu'un qui dort bien, qui mange bien, puis, de la surentraînement, c'est sûr, si tu viens de t'entraîner, tu as fait un gros training, ils vont pas en faire un deuxième, sauf que tu peux faire d'autres choses. Dans le hockey, il n'y a pas beaucoup d'entraînement dans le hockey que les gars, justement, font des 5 km ou parce que c'est moins important pour le hockey, mais en même temps, c'est un cardio de fond. Ben, va le faire. C'est pas long, là. C'est pas ça qui va t'épuiser. Ben, surtout, mettons, dans des moments comme qu'on vit présentement, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a accès à de l'équipement d'entraînement. Il faut qu'au moins, s'ils décident de faire de quoi de plus que de ne rien faire, c'est déjà mieux que. Mais tu sais, c'est ça, en entraînement, ça joue. Disons, quelqu'un qui. Faut faire 10 répétitions, mais il y en a un qui, à la 9e, ça commence à brûler, puis ça ne tente plus vraiment de pousser la 10e. Puis l'autre qui va tout donner pour aller chercher la 10e, ou même que, disons, que ça coupe à la 10e, mettons, il a fait juste à moitié, mais c'est la petite moitié de plus qu'il a essayé d'aller chercher qui fait que c'est lui qui va avoir plus de gains au bout de la ligne. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, tu le vois toi-même dans l'entraînement. Moi, j'en ai vu souvent des gars de même. Il faut faire des séries de 10, mais ils en font 9. Ouais. Ou ils en font 8. Non, je l'ai fait. Parfait, tu l'as fait. Mais la seule personne que tu triches, c'est toi-même. Exact. Puis justement, cette année, pour la première année, on part notre camp d'été. Puis c'est justement ce qu'on dit dans quasiment toutes les vidéos qu'on a montées. C'est, écoute, rendu là, c'est toi le maître de ton destin. Si tu décides d'écrire 10 sur ta feuille, mais tu en as fait 9, tu te mens à toi-même. Puis au bout de la ligne, on peut pas plus t'aider. Exactement, c'est ça. Fait que, moi, je parle, le meilleur conseil, ça revient tout le temps à ça. C'est l'éthique de travail. C'est à quel point tu veux devenir un joueur de hockey. Puis je pose souvent cette question-là. Je pose souvent, c'est correct, c'est le fun. Tu fais du fun avec tes amis, puis tout ça. Puis, il faut que le hockey, ça reste un sport, faut que ça reste le fun. Mais si pour toi, t'entraîner puis faire toutes les à côté, c'est pas le fun, ben peut-être que t'es pas fait pour jouer au hockey non plus. Tu sais.
Puis moi, je prends mon exemple dans cette situation-là. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas vraiment ça m'entraîner. Je trouvais que c'était une corvée, puis ci, puis ça. Puis là, tu vois, je suis comme un peu cordonnier mal chaussé. Je fais ça maintenant de ma vie, puis je dis aux jeunes de s'entraîner, c'est important. Mais justement, vu que je l'ai vécu dans le mauvais sens, ben, on dirait que je suis plus en mesure de le démontrer aux jeunes que c'est important. Puis, ouais, exact. Tu sais, là-dedans, il y a une maturité aussi qui vient. Là, avec le temps, tu apprends. Puis, moi aussi, quand je regarde mon parcours après, moi aussi, il y a plein d'affaires, je dis, ouais, ça, moi, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça, mais tu sais, ça vient avec l'expérience, puis qu'est-ce qu'on acquiert, puis tu sais, ça. Mais tu sais, c'est facile à dire aujourd'hui de dire aux gens, ben, faisant plus, mais tu sais, le plus tough là-dedans pour eux, c'est OK, faisant plus, mais c'est quoi faire plus? Tu sais, puis à leur âge, souvent, j'étais prêt à en faire plus, mais je savais pas quoi faire. Fait que tu sais, puis ça, c'est un message qu'on envoie souvent à nos joueurs, c'est que si tu sais pas quoi faire, appelle-moi, je vais te trouver de quoi faire. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais tu sais, si eux, tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, dans le temps, c'était différent, tu t'envoies un email ou, tu sais, tout ce qu'ils ont à faire, c'est soit m'écrire un texto ou m'appeler, me dire, hey Matt, là, je sais plus quoi faire, t'as-tu une idée, t'as-tu quelque chose, j'aimerais ça travailler telle affaire, ben, Kim, go, c'est sûr, on m'a trouvé une solution, on m'a trouvé quelque chose à faire. Fait que, c'est encore là, toute part de eux. On n'est pas tout le temps là à leur prendre la main parce que je pense que c'est important aussi des fois que ça vienne d'eux autres puis qu'ils comprennent que quand ça vient de toi, tu me démontres que tu en veux plus, fait que moi, t'en donner plus aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de donner puis d'inculquer à nos joueurs. Là. Si tu avais à nous dire une ou deux anecdotes croustillantes que tu as vécues quand tu jouais au hockey. Tu peux dire. Croustillante, ouais. Ce qui est tough avec ces questions-là, c'est qu'il se passe tellement d'affaires dans le monde du hockey d'un qui se racontent pas, puis d'autres affaires qui se racontent, mais il y a tellement eu d'anecdotes, d'histoires. Mais tu sais, une qui est quand même le fun, là, quand j'ai fait mon camp avec les Rangers, j'ai joué un match en concours, puis je me retrouve à jouer avec Jamie Landmark puis Alex Kovalev. Puis la première période, écoute, on vire en rond, il n'y a rien qui marche. Là. Tu sais, moi, j'étais impressionné. Tu sais, j'avais 18 ans dans ce temps-là, j'étais impressionné, j'étais nerveux, stressé. Tu sais, il n'y a rien qui marchait. Puis je vais tout le temps me rappeler, à un moment donné, j'arrive au banc, puis Kovalev, tu sais, moi, je vais au centre, puis Kovalev, il me dit « On the breakout, when I touch the puck, you skate. » Là, tu sais, moi, j'avais juste à regarder, puis tu sais, j'étais pas trop ça encore. Tu sais, mon anglais, tu sais, moi, je cassais mon anglais, là, avec son accent, tu sais, puis on part en breakout, à un moment donné, il reçoit le puck à l'aile, écoute, moi, je me baisse la tête, là, puis je pars patiner en ligne droite, là, comme si ma vie en dépendait. Puis là, à un moment donné, je me reviens juste pour voir qu'est-ce qui se passe avec le jeu. Puis je vois juste la rondelle arriver de dans les airs, puis tomber sur ma palette. Tao! Puis là, tu sais, je me lève la tête, puis là, je t'en ai échappé, tu sais. Puis j'avais marqué là-dessus, tout ça, mais c'était fou, là, tu sais, un jeune de 18 ans qui se fait dire ça par, tu sais, un joueur vedette de même. Puis, tu sais, sur le coup, tu sais, oui, il y a le stress, tout ça. Puis, tu sais, quand t'es là, tu te dis, comme j'ai d'affaires là, fait que, tu sais, tu t'en pas intimidé, mais en même temps, ça reste que c'est stressant, tu veux bien faire, tu veux bien paraître, puis ça c'était vraiment c'était tout un affaire. Puis l'autre anecdote, je peux vous dire, mettons, sans rentrer dans les détails, c'était avec Luc à Val-d'Or. Comme je disais tantôt, Luc et moi, on était deux personnes qui aimaient ça jouer des mauvais tours, puis niaiser beaucoup. Puis à un moment donné, Luc, il revient de Noël, il venait du Nouveau-Brunswick. Puis il revient de Noël, puis il dit Matt, j'ai eu le plus beau cadeau de l'histoire. OK, c'est quoi? Puis il sort, il y a eu une caméra vidéo pour sa fête. Pour Noël, excuse. Puis nous autres, on s'était mis à faire comme des genres de jackass à Val-d'Or. Mais écoute, on a tellement fait d'affaires sur cette caméra-là, des niaiseries qui se racontent pas. En tout cas, on a filmé tout plein d'affaires. Puis quand Luc est décédé, plusieurs années, il y a eu une classique de golf en son nom au Nouveau-Brunswick, puis ça a duré 9 ans, puis je suis allé les 9 années. Puis vers la 7-8e année, à un moment donné, sa mère, elle vient me voir, puis elle dit, tu sais, Matt, elle dit, tu sais que, tu sais, la caméra à Luc? Elle dit, ouais. Elle dit, tu sais que j'ai tout retrouvé les cassettes, hein? Tu sais,
moi, là, je savais ce qu'il y avait sur toutes ces cassettes-là. J'étais sa connaissance. Là, je savais qu'elle avait tout vu. Puis j'étais comme, non, t'as pas vu tout ça. Là, ça se peut pas. Là, tu sais. Puis ça, là, ça a été la meilleure et la pire achat que sa mère a pu faire. C'est de lui donner ça parce que, écoute, ça nous a nourris pour faire plusieurs niaiseries. Moi, je pense que ça fait le tour de la section podcast. Ouais. Absolument. Bon, ben, merveilleux. Un grand merci d'avoir participé au podcast. Ben, ça me fait plaisir. C'était bien le fun de faire ça avec vous autres.